slogan de l'affiche de Nicolas d'Aragon, c'est Génération Valence maintenant. C'est un immense plaisir pour moi de venir soutenir Nicolas aujourd'hui. C'est le 63e déplacement que je fais depuis quelques semaines pour aller soutenir nos candidats aux élections municipales. Et même si naturellement je n'ai soutenu que d'excellents candidats, Nicolas est certainement l'un des meilleurs, sinon le meilleur, auquel je suis venu apporter mon soutien. Ça se voit parce que je le connais depuis longtemps, que je connais ses qualités, que je connais son sens de l'engagement public, que je connais sa façon de vouloir aborder l'action publique, que je connais son éthique. Mais ça se voit aussi à la campagne, comment elle est organisée. Ça se voit à la salle formidable qui est rassemblée ce soir pour le porter dimanche. Ça se voit à son trac avant d'entrer dans la réunion. Est-ce qu'il y aura du monde dans la salle? Je n'ai rien préparé pour mon discours, m'a-t-il dit tout à l'heure. Voilà, ça c'est un vrai candidat qui est engagé à fond dans sa campagne. C'est évidemment un grand plaisir pour moi de saluer à cette occasion Hervé Mariton qui vient de remporter une très belle victoire à Cré et qui est l'un des piliers de la réflexion de mettre notre formation politique sur son projet. Je veux saluer Franck Régnier et le remercier et le féliciter pour son élection en candidat. Mathieu Darnaud avec ses 80%. Et puis, je veux apporter tous mes encouragements à mon tour à Marlène Mourier, candidate à Cour-les-Valences. Patrick, que je suis heureux de saluer, Patrick Labaune, qui nous a montré tout à l'heure qu'il n'avait rien perdu de ses talents d'orateur. Patrick Labaune, tu as remarqué, ça fait rire tout le monde. Je sais, on est tous sensibles. Pour les Valences, ça fait plus d'un siècle que la ville est à gauche. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer, mes amis. C'est ce qui est en train de se passer. Ce matin, un de mes amis sartois m'envoyait une photo d'une petite affichette de Ouest France sur les kiosques à journaux. Et si Le Mans passait à droite? C'est une question que, honnêtement, on ne s'est pas posée depuis 30 ou 40 ans. Tellement ça nous semblait impossible. Tellement ça nous semblait même encore impossible il y a seulement quelques semaines, avant le premier tour. C'est une vague qui est en train de changer profondément notre pays. Et cette vague, il ne faut pas se méprendre sur sa signification. C'est d'abord un immense cri de colère. Un immense cri de colère contre un président de la République et contre un gouvernement qui ont échoué sur tous les sujets. 21 millions d'abstentionnistes, une poussée de l'extrême droite dont on se serait passé, un effondrement du Parti socialiste. Au-delà des excellents résultats de la droite et du centre, le premier tour confirme que notre pays vit une crise nationale. Cette crise nationale, c'est le résultat d'abord de l'inaction, de l'incapacité du président de la République à faire des choix. Je disais que le gouvernement est discrédité parce qu'il a tout raté. 3 300 000 chômeurs. Et on apprend aujourd'hui, entre les deux tours, que le chômage continue d'augmenter fortement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que soit nous avons affaire à des incompétents qui n'étaient pas capables de comprendre que la politique qu'ils mènent ne peut en rien réduire le chômage, soit nous sommes face à des amateurs qui pensent que le chômage, c'est comme le tiercé qui était évoqué tout à l'heure, ou comme le loto, ou comme la pluie qui va tomber ou qui va pas tomber, dont on attend enfin la bonne nouvelle.
Mais la bonne nouvelle, elle ne peut arriver que si on conduit des politiques pour y parvenir. Elle ne peut arriver que si le pays est capable de se redresser, de se remettre au travail, s'il est capable de trouver les ressources naturelles pour générer la croissance qui permet ensuite d'accueillir les jeunes générations au travail. Nous sommes de plus en plus décrochés de nos voisins allemands. Et ce décrochage devient même presque humiliant pour le grand pays que nous sommes. L'année prochaine, la dette française représentera 95% de notre richesse nationale. La dette allemande, 75%. 20 points d'écart entre nos deux pays. 20 points d'écart. Comment parler encore de couple franco-allemand? Comment imaginer que la France et l'Allemagne puissent conduire ensemble l'avenir de l'Europe si ce décrochage continue? 41,5 millions d'Allemands sont au travail, contre 25 millions de Français. Voilà la réalité aujourd'hui de la situation de notre pays. La pauvreté qui explose, la délinquance qui est en hausse, le communautarisme qui progresse et la radicalisation de la société. Cette radicalisation que j'ai ressentie tout au long de mes déplacements. Cette radicalisation qui est liée pour une large part à l'entêtement de François Hollande et de son gouvernement sur les sujets de société, et en particulier sur le mariage pour tous, qui a créé un profond fossé. Voilà la signification de ce premier tour de l'élection municipale. Alors il faut que le deuxième tour confirme le résultat du premier, pas seulement pour nous faire plaisir, pas seulement parce que nous défendons notre parti, nos amis, nos valeurs, mais parce que la France en a besoin. Hervé évoquait tout à l'heure la préparation de l'alternance. Bien sûr, il faut préparer l'alternance, mais on ne va pas attendre 3 ans pour mener une politique différente dans ce pays. On ne peut pas imaginer que pendant les 3 ans qui viennent, il continue d'augmenter les impôts, il continue de ne jamais trancher entre son ministre de l'Intérieur et sa garde des Sceaux sur la politique de sécurité. Il continue d'augmenter les charges des entreprises, d'augmenter la complexité de l'environnement qui est celui dans lequel travaillent tous les professionnels, qu'il continue de laisser se dégrader notre système scolaire, qui n'a pour toute refondation connu qu'une seule réforme inapplicable, celle des horaires de travail des élèves, qui n'a bien peu à voir avec On ne peut pas pendant 3 ans encore subir des réformes comme celle du mariage pour tous, qui sont pourtant annoncées, programmées sur la famille, sur la fin de vie, qui sont des réformes qui conduisent à séparer les Français, à les diviser au moment même où, au contraire, nous aurions besoin de les rassembler pour engager le redressement national. Parce que le redressement national ne peut pas être que l'affaire de l'alternance politique. Le pays est dans une situation trop grave, trop difficile. Il va falloir changer profondément. Et pour changer profondément, il faut rassembler largement. C'est d'ailleurs la qualité de Nicolas d'Aragon. C'est ce qu'il a su démontrer dans la composition de sa liste et dans la campagne qu'il a menée. C'est un homme qui rassemble. Ce n'est pas un homme partisan, ce n'est pas un homme sectaire, c'est pas un homme qui fait de la politique uniquement pour son parti, pour lui, c'est un homme qui fait de la politique pour Valence, qui s'engage pour Valence. Eh bien nous, il nous faut des responsables politiques qui s'engagent pour la France et qui s'engagent sans esprit partisan. Et nous voyons bien que nous ne pourrons pas attendre 3 ans, au moins pour obtenir un changement de politique. François Hollande est élu pour 5 ans, c'est comme ça, c'est le calendrier, on n'y peut pas grand-chose. Eh bien, il faut qu'il change, parce que sinon, il emmène le pays vers une véritable catastrophe. Et la seule façon de le faire changer, c'est de lui infliger une défaite encore plus sévère au deuxième tour de l'élection. Cette défaite, c'est le seul signal qu'il comprendra. C'est le seul signal qui devrait, je l'espère, l'amener à changer radicalement de politique. Nous ne lui demandons pas de faire la politique que nous définirions. Nous lui demandons simplement de faire preuve d'un peu de bon sens, de regarder autour de lui ce qui se passe dans les autres pays européens. D'ailleurs, lui-même nous a dit il y a quelques semaines
qu'il y avait trop d'impôts, que les Français payaient trop d'impôts, eh bien qu'ils prennent l'engagement de geler toutes les hausses d'impôts pour les 3 ans qui viennent. Au moins cela, ce serait le résultat de votre vote aux élections municipales. Il nous a dit que les entreprises payaient trop de charges. Eh bien, qu'ils les baissent maintenant, vraiment, durablement et sans contrepartie. Il nous a dit qu'il allait faire 50 milliards d'économies pour tenir les engagements que la France avait pris vis-à-vis de Bruxelles, vis-à-vis de l'Europe, pour permettre la bonne tenue de la monnaie européenne et la solidité de l'économie européenne, engagement qu'il n'a jamais tenu, qu'il a sans cesse repoussé. Et bien maintenant, il faut qu'il nous dise 50 milliards, où et comment, et qu'il le dise sans attendre, qu'il fasse preuve enfin de clarté. J'ai envie de dire à François Hollande, pour reprendre une des formules qu'il avait utilisées dans le passé, maintenant, Monsieur le Président, il faut vous remanier vous-même, et sans attendre, parce que c'est ce que les Français vous demandent. Pendant cette campagne, il y a beaucoup de Français enfin pas de Français, plutôt d'hommes de gauche que je croisais, qui sont des Français, que je croisais dans les rues, qui me disaient « mais il ne faut pas nationaliser le résultat de cette élection. C'est une élection locale. Elle n'a de signification que locale. » Mais mes amis, imaginez un instant que la gauche ait remporté cette élection municipale. Imaginez un instant que le résultat de cette élection municipale ait été incertain, comme il est parfois dans notre pays, avec ces soirées électorales où tout le monde a gagné. Qu'est-ce qu'auraient dit les ministres sur les plateaux de télévision? Qu'est-ce qu'aurait dit le Premier ministre à Matignon? Il aurait sans doute été plus inspiré. Et il nous aurait dit, vous voyez bien que la politique que je mène est une politique qui n'est pas rejetée par les Français. Donc nous allons la poursuivre et nous allons l'amplifier. C'est votre vote de dimanche et c'est votre vote de dimanche prochain qui a permis d'éviter que le gouvernement ne triomphe et ne se sente soutenu dans les erreurs qu'il conduit. Alors c'est vrai que le président de la République donne le sentiment parfois de comprendre la situation. Et c'est ainsi qu'il nous a annoncé il y a quelques semaines un pacte de responsabilité. Il a sorti de son casque comme une sorte de baguette magique. Pourquoi je dis comme une baguette magique? Parce que c'est devenu la seule réponse de la gauche à tous les problèmes de la société. À chaque fois qu'un journaliste pose une question à un ministre aujourd'hui, il répond pacte de responsabilité. Quand il y a quelques semaines, une journaliste interrogeait le Premier ministre en lui disant « Mais est-ce que vous allez virer Madame Duflot, qui ose soutenir des manifestants dans votre propre ville de Nantes contre vos projets ?» Il a répondu « Non, non, pacte de responsabilité. » Voilà pourquoi qu'est-ce que c'est que le pacte de responsabilité? C'est la suppression des cotisations familiales que payent les entreprises pour baisser les charges. C'est une bonne idée. C'est tellement une bonne idée qu'on l'avait eue avant eux. Et qu'on l'avait mis en œuvre. Trop tard, je le reconnais. Et sans doute insuffisamment. Mais au mois de mars 2012, le Parlement a voté la suppression des cotisations familiales pour baisser les charges des entreprises et la compensation par la hausse de la TVA. François Hollande a fait toute sa campagne présidentielle contre ce projet, en expliquant que c'était scandaleux, que c'était un cadeau fait aux entreprises, que c'était une mesure inique, que c'était une mesure injuste socialement. Et d'ailleurs, joignant le geste à la parole, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a abrogé la baisse des cotisations sociales que nous avions votées. 20 mois après, c'est devenu une bonne idée. Il faut le faire, mais il faut le faire en exigeant des entreprises des contreparties. C'est-à-dire qu'on demande aux entreprises de donner les contreparties avant d'avoir la partie. On demande aux entreprises de s'engager à embaucher avant même d'avoir des marchés ou des commandes. Et parmi tous ceux qui sont ici ce soir, il y a sûrement beaucoup d'employeurs qui ont des artisans, des commerçants, des patrons de PME. Ils savent très bien qu'on n'embauche pas parce que les charges sociales baissent. On embauche parce qu'on a des clients. On embauche parce qu'on a des commandes.
Et comment est-ce qu'on a des clients et des commandes en ayant des prix qui soient raisonnables? Et comment est-ce qu'on a des prix raisonnables en ayant des charges sociales qui soient moins fortes, qui soient moins élevées? Donc sanctionner maintenant le président de la République, c'est d'abord lui imposer de revoir d'urgence son cap économique. Le président de la République est impuissant face à l'augmentation du chômage. Mais c'est même pire. Je l'accuse d'avoir pris ses rêves pour des réalités, en s'engageant, ce que personne ne lui demandait, à faire baisser le chômage avant la fin de l'année 2013, nous disait-il avec une certitude absolue. Et d'ailleurs, nous avons vécu toute l'année 2013 avec ce système médiatique formidable. Réussira-t-il, ne réussira-t-il pas à baisser le chômage? Franchement, il n'y a pas un Français qui pensait que la politique conduite aboutirait à baisser le chômage. Nous avons plus de 350 000 chômeurs de plus depuis l'arrivée de François Hollande. C'est un échec dramatique. C'est d'ailleurs une des raisons principales de la colère des Français. C'est une des raisons principales du désespoir des Français. Quand on ne sait pas si on va garder son travail, quand on sait qu'on a peu de chances d'en retrouver un, quand on se demande si ses enfants vont pouvoir trouver un travail dans notre pays, c'est normal qu'on soit déprimé, c'est normal qu'on soit en colère, c'est normal que la société se radicalise. Et face à cette situation, qui, il faut bien le dire, dure depuis longtemps, car la question du chômage, elle n'est pas nouvelle. La politique de François Hollande l'aggrave, mais elle n'est pas nouvelle. Face à cette situation, maintenant il faut agir. Il faut oser. Il faut agir sans tergiverser. Il ne faut plus prendre de demi-mesures. Oser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire qu'on a un code du travail qui empêche les jeunes d'accéder au travail. Il faut le réformer, il faut le réécrire vraiment. Il faut arrêter de dire que les 35 heures ont été une catastrophe, il faut les abroger et donner la possibilité aux entreprises de les assurer. Oser, ça veut dire qu'il faut arrêter de dire que l'apprentissage c'est formidable et ne rien faire pour faire en sorte que l'on double ou que l'on triple le nombre d'apprentis dans notre pays pour se rapprocher un peu de ce que font nos amis allemands. Oser, ça veut dire qu'il faut réformer de fond en comble notre système de formation professionnelle, en faisant en particulier ce que nous avions proposé en 2012, c'est-à-dire obliger tout chômeur de longue durée à accepter une formation professionnelle et à accepter à l'issue de cette formation professionnelle le premier emploi qui lui est proposé s'il correspond à cette formation. Il ne faut plus faire preuve de prudence, d'habileté, de petits compromis. Écoutez le débat entre les deux tours. Est-ce qu'il va remanier? Qui va rentrer? Qui va sortir? Est-ce qu'il va baisser les impôts? Pour qui? Mais notre pays a besoin d'un souffle, il a besoin d'un projet, il a besoin d'un véritable changement pour faire face au changement du monde. Il a échoué, François Hollande, sur la croissance. Il a échoué sur l'emploi. Mais il n'y a pas que cela. Je l'accuse aussi de menacer la souveraineté financière de notre pays. Moi, je suis attaché à l'indépendance de la France. Je suis attaché à l'indépendance de mon pays, de ma patrie, que j'aime jusqu'au fond de moi-même. Mais aujourd'hui, défendre l'indépendance de son pays, c'est pas forcément avec des armes. C'est en faisant en sorte qu'il ne soit pas dépendant des fonds de pension américains ou des banques chinoises qui lui prêtent chaque jour l'argent nécessaire pour trouver des compléments. 2 000 milliards d'euros de dette. Chaque enfant qui naît aujourd'hui a 30 000 euros au-dessus de la tête à rembourser avant même d'avoir commencé à travailler. C'est une faute politique. C'est une faute politique et morale dont nous portons collectivement la responsabilité. Ça n'est pas à nos enfants de payer notre imprévoyance. La Commission européenne vient d'accuser le gouvernement français de ne pas être en mesure de respecter ses promesses financières et budgétaires. Et malgré tout le langage diplomatique qui entoure toujours les recommandations ou les jugements de la Commission européenne, elle nous a placés en surveillance renforcée. Il y a 2 pays qui ont été placés en surveillance renforcée, c'est-à-dire qui ne respectent pas leurs engagements en matière financière. La France et la Slovénie.
Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Eh bien moi j'éprouve une honte à voir notre pays recevoir des leçons de l'extérieur. Mais en même temps je sais que ces leçons sont méritées. Parce que ce gouvernement ne se donne pas les moyens de respecter sa parole. Et donc dimanche prochain, sanctionner le président et son gouvernement, c'est exiger enfin qu'on gère la France avec rigueur et avec sérieux. J'accuse aussi le président de la République de ne pas s'engager personnellement et fortement pour assurer l'ordre public. François Hollande donne le sentiment de ne jamais pouvoir trancher. On a le sentiment qu'il est incapable de choisir, qu'il est incapable de prendre des décisions, qu'il est incapable de faire de la peine à quelqu'un, qu'il préfère que ça se fasse tout seul. Eh bien, depuis 2 ans, jamais il n'a arbitré les querelles entre son ministre de l'Intérieur et son ministre de la Justice. Il laisse Manuel Valls s'agiter, bondir sur tous les faits divers, exploiter toutes les polémiques, mais on s'aperçoit que la réalité n'a que faire des caméras et des coups de menton. La vérité, c'est que les chiffres de la délinquance de 2013 sont mauvais, ils sont très mauvais. Et ils sont mauvais parce qu'il n'y a pas de réelle volonté au sommet de l'État de conduire une politique de répression, de lutte contre la délinquance qui soit rigoureuse. Et c'est cette situation qui fait qu'aujourd'hui, François Hollande est dans une situation d'échec. Le rôle du chef de l'État, c'est évidemment d'épauler les forces de l'ordre, qui doivent pouvoir compter sur une justice rapide, ferme, et pas une justice laxiste, pas une justice désarmée par le maire et ses adjoints, mon cher Nicolas, peuvent faire partager en allant au contact des familles pour leur rappeler leurs devoirs. Mais ça suppose aussi, naturellement, que le président de la République respecte la famille. Qu'il n'ait pas cette vision dépassée, démodée, considérant qu'il s'agit d'un héritage du passé. Oui, le président de la République doit être le garant de la famille, de sa cohésion, de la même façon qu'il doit être le garant de l'entreprise. On a le sentiment que ce gouvernement n'a de cesse que d'attaquer et d'affaiblir 2 des piliers principaux de la société française, la famille et l'entreprise. Enfin, moi j'accuse le président de la République de diviser les Français. Je l'ai dit, le mariage pour tous, la réécriture inutile de la loi Veil, inutile parce qu'elle n'apportait rien de plus aux femmes, le projet en faveur de l'euthanasie, le projet retiré en faveur, contre la famille ou de réforme de la famille, sujet de société après sujet de société, le gouvernement multiplie les initiatives sociétales sans jamais s'interroger sur ce qui rassemble nos différences, sur les devoirs collectifs que nous devrions mettre en avant, au lieu de ne parler en permanence que des droits des individus, des droits des personnes. Mais ces droits s'inscrivent dans un projet collectif qui est fait de droits et de devoirs. Nous sommes une société qui est faite de différences, et si l'on veut la rassembler, il ne faut pas la brutaliser, il ne faut pas la heurter, il ne faut pas s'attaquer à des sujets qui sont des sujets qui correspondent à des convictions extrêmement profondes, ancrées dans l'histoire, dans la culture, dans le cœur des Français. J'ai combattu le mariage pour tous, et je constate qu'une grande majorité de nos concitoyens est attachée au modèle de la famille traditionnelle. Chacun est libre de ses opinions, et moi je respecte toutes les opinions qui s'expriment sur ces sujets difficiles, comme sur ceux que je viens d'évoquer, la fin de vie ou la question de la famille. Mais je dis au président de la République qu'il n'a pas le droit d'imposer par la force, d'imposer avec cette violence des changements qui sont refusés par une grande majorité de Français. Pour Nicolas, dimanche prochain, vous choisirez un formidable maire pour Valence, mais vous direz aussi au président de la République, nous ne voulons plus de réforme de société pendant les 3 ans qui viennent, parce que vous avez fait assez de dégâts comme cela sur la cohérence de la société française. Enfin, j'accuse le président de la République de ne pas assumer notre modèle.
La nation française ne s'est pas construite toute seule. C'est pas un don du ciel. C'est pas un miracle. C'est le résultat de siècles de travail. C'est le résultat du travail des générations passées, de leurs sacrifices. C'est le résultat aussi de l'apport, siècle après siècle, de générations d'étrangers qui sont venus apporter à notre pays leur force de travail et qui parfois même sont morts pour défendre notre patrie, pour défendre notre liberté. Ça s'appelait l'assimilation, puis ça s'est appelé l'intégration. Ça veut dire que pour nous, et c'est une notion qui est au cœur de notre pacte républicain, c'est-à-dire que c'est une notion qui n'est ni de gauche ni de droite, elle est au cœur de ce qui fait l'essence de la nation française. Pour nous, ce qui compte, c'est pas les origines sociales, c'est pas la couleur de la peau, c'est pas la religion. Non, la seule chose qui compte, c'est la générosité du cœur et c'est surtout le respect de la France, de ses traditions, de son histoire, de sa culture, de ses règles. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons tous que l'intégration vire au naufrage et que dans beaucoup de quartiers de nos villes, on n'est plus dans la fraternité, on est dans la confrontation. Le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures sur l'intégration. Franchement, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas parce que la seule image que j'ai de la politique du gouvernement en matière d'immigration, et en particulier en matière de lutte contre l'immigration clandestine, c'est le débat à la télévision, en direct, entre le président de la République française et une jeune fille qui, au Kosovo, le défiait en lui disant « J'ai violé toutes les lois de la République, mais je vais revenir quand même ». Si François Hollande veut réformer la politique d'intégration, il faut qu'il respecte 3 principes. Le premier principe, c'est que vivre en France et devenir français, c'est pas un droit, c'est un honneur. Et c'est un honneur qui se mérite. Le deuxième principe, c'est qu'il appartient aux étrangers de faire l'effort de s'adapter à la République et pas à la République de s'adapter. Je ne fais que reprendre une des valeurs les plus essentielles de la République française, de son origine. Qu'est-ce que voulaient les révolutionnaires en 1789? C'est constituer une nation avec des hommes et des femmes différents en misant sur le mérite, sur le seul mérite et sur le respect des valeurs communes. Et puis enfin, le troisième principe, c'est que si on veut intégrer mieux, eh bien il faut accueillir moins. C'est une évidence. Que le Parlement français vote chaque année d'abord sur le nombre d'étrangers que nous pourrons accueillir dans notre pays en fonction de notre situation économique, de notre situation sociale, de notre situation financière l'année suivante. Que le vote du Parlement porte aussi sur les professions, les qualifications que l'on veut en priorité accueillir sur notre territoire. Et que le vote du Parlement porte aussi sur les régions du monde vers lesquelles on veut se tourner pour que l'immigration soit une immigration harmonieuse. C'est ce que font de très grandes démocraties, le Canada, aujourd'hui la Grande-Bretagne. C'est ce que tous les pays qui veulent maîtriser leur destin ont entrepris de faire. Voilà, mes amis, vous voyez, moi je combats ce gouvernement. Je le combats parce que c'est un gouvernement qui est en train d'emmener notre pays vers un déclin certain. C'est un gouvernement qui est en train de ruiner tout cet héritage, tout ce travail qui avait conduit à faire de la France une immense puissance qui rayonnait sur le monde entier. Mais en même temps, je dénonce tous les populismes qui entraîneraient notre pays vers des ravins dont nous pourrions ne jamais revenir. J'ai dit qu'il ne fallait pas injurier les Français qui choisissent de voter pour le Front National. C'est leur choix, ce sont des citoyens. Simplement, si on les respecte, il faut leur dire la vérité sur les conséquences de leur vote. Il faut leur dire que dans bien des cas, dans ces élections municipales, c'est un vote qui conduit à sauver des équipes de gauche en déroute. Il faut surtout leur dire que voter pour le Front National, c'est voter pour un programme
de gauche, parfois même d'extrême gauche. Je sais que ça surprend quand je dis ça, mais moi je l'ai lu leur programme. Lisez-le. Ça commence par les habituelles dénonciations du grand capital et des puissances de l'argent. C'est du Besancenot dans le texte. Ça se poursuit avec la diabolisation de la mondialisation. Il faut fermer les frontières. Je visitais tout à l'heure les entreprises sous-traitantes, le salon de la sous-traitance à Valence. On serait bien s'il n'y avait plus d'aéronautique, s'il n'y avait plus d'automobile, s'il y avait plus de... Si toute l'industrie exportatrice française ne pouvait plus vendre à l'extérieur, parce qu'on aurait fermé les frontières. Le programme du Front National, c'est le retour à la retraite à 60 ans. De qui? De Mitterrand. C'était 65 ans avant, dans un contexte où l'espérance de vie était plus courte. Une des premières fautes de la gauche, lorsque Mitterrand est arrivé, ça a été de porter la retraite à 60 ans. Pourquoi? Parce que tous les autres pays européens faisaient le contraire. Ils allaient vers 65 ou vers 67 ans. Nous, on a réduit l'âge de la retraite, moyennant quoi on a des régimes de retraite qui sont en déficit, et surtout, on a abaissé la compétitivité de notre pays. Retraite à 60 ans plus 35 heures, ça fait un sacré écart avec les autres pays européens. Mais le programme du Front National, c'est aussi l'augmentation de la dépense publique. Ils ne sont pas pour la baisse de la dépense publique. Le programme du Front National, c'est l'augmentation des recrutements dans les emplois publics. Et naturellement, comme ils savent bien que c'est impossible à financer, le programme du Front National, c'est ce que j'appelle le suicide collectif avec la sortie de la monnaie européenne pour permettre la dévaluation du franc. Pourquoi je dis que c'est un suicide collectif? J'ai voté contre Maastricht. Je faisais partie de ceux qui pensaient que mettre en place une monnaie européenne sans mettre en place un gouvernement économique de l'Europe, ça pouvait nous conduire à des crises. D'une certaine façon, ceux qui pensaient cela n'avaient pas complètement tort. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous dis que ce serait un suicide collectif de sortir de la monnaie européenne? Parce qu'entre-temps, il s'est passé quelques événements. Entre-temps, on a vu monter en face de nous la puissance du continent asiatique tout entier, qui est en train de prendre toutes les premières places dans le monde sur tous les marchés. Le président chinois est à Paris aujourd'hui. Il faut savoir que en 2020, c'est pas loin 2020, la Chine sera la première puissance économique du monde, devant les États-Unis. Et pour tous ceux qui connaissent l'histoire des civilisations, il n'y a pas d'exemple d'un grand pays qui soit devenu la première puissance économique mondiale et qui n'ait pas voulu devenir en même temps la première puissance politique et la première puissance militaire. Donc nous allons vivre dans un monde complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Dans ce monde où nous étions les maîtres, d'abord nous les Européens, puis ensuite les Américains. Dans ce monde où le président des États-Unis pouvait, d'une certaine façon, décider pour le reste du monde. J'entendais il y a quelques jours, je crois que c'était le président Obama, dire qu'ils allaient exclure la Russie du G8, et en raison de ce qui se passe en Crimée, je me disais en moi-même, peut-être que dans 2 ou 3 ans, ce seront les Chinois et les Russes qui nous excluront du G8, parce qu'ils seront devenus les maîtres du monde. Et face à cette situation, nous avons le devoir de résister, nous avons le devoir d'inventer la réponse à la montée de cette puissance économique, politique, militaire. Et évidemment, cette réponse, elle est dans une plus grande intégration européenne. Elle est dans une Europe plus forte, dans une Europe sans doute plus réduite, avec les pays fondateurs, autour d'une monnaie forte, autour d'une monnaie résistante, autour d'une monnaie qui s'impose progressivement. C'est la raison pour laquelle je dis que sortir de la monnaie européenne, ce serait un suicide collectif. Mais si jamais cette démonstration ne vous convainc pas, si certains d'entre vous pensent encore qu'une petite dévaluation, ça permettrait quand même de rebooster les exportations françaises, je vais m'adresser à tous les retraités qui sont dans la salle et qui ont mis un peu d'argent de côté pour le reste de leur jour. Ça veut dire quoi, sortir de la monnaie européenne? Ça veut dire dévaluer. Ça veut dire qu'à la minute où on sort de la monnaie européenne, vos économies perdent une partie de leur valeur. Voilà la réalité. Voilà pourquoi le Front National, ça n'est ni une solution pour Valence, ni une solution pour la France. Ces élections municipales, vous l'aurez compris, ça peut être le moment du sursaut. Ça va être le moment du sursaut. Bien sûr, ça n'est pas l'alternance, ça n'est pas encore le changement radical de politique, mais c'est le début du sursaut, parce que c'est la meilleure façon de redonner confiance aux Français dans l'avenir. Et c'est très important, parce que je suis sûr qu'autour de vous, vous voyez comme moi, beaucoup trop de nos compatriotes qui pensent que la France est fichue, et que dans un monde de 7 milliards d'êtres humains, de toute façon, nous n'arriverons jamais à retrouver la place qui était la nôtre.
à retrouver cette puissance, à retrouver cette prospérité, à retrouver cette capacité d'influencer les choix du monde. Pourtant, moi, j'y crois, parce qu'on est la France. On est la France avec ses atouts industriels, avec ses atouts agricoles qui seront tellement importants dans le monde de demain, avec ses technologies, avec la richesse de son patrimoine. Nous sommes la France qui, tout au long de son histoire, a étonné le monde si souvent par sa capacité à se redresser, par sa capacité à faire preuve d'inventivité, à faire preuve de vaillance. Et au fond, nous sommes les héritiers de cette France. Nous sommes les héritiers des générations passées qui ont travaillé, qui ont donné leur vie pour construire cette nation française à laquelle nous sommes tellement attachés. Ils nous ont donné un privilège, le privilège de pouvoir dire « Je suis français et je suis fier d'être français ». Eh bien moi, ce que je souhaite, c'est que nos enfants puissent encore dire, quand ils auront 20 ans, je suis fier d'être français. Et c'est la raison pour laquelle je me bats avec vous. Je me bats aujourd'hui pour le succès de Nicolas d'Aragon et de sa liste à Valence. Alors mes amis, pour Valence, pour la France que nous aimons, il faut nous mobiliser sans relâche jusqu'à dimanche prochain. Il faut nous rassembler pour aller chercher la victoire, parce que cette victoire, c'est le début du redressement national.